Nous avons adoré les JO. Voici les Jeux paralympiques. On se régale à l'avance. C'est la cérémonie donc d'ouverture ce soir. Et puis 12 jours de liesse, de jeux de sport. Pour en parler, eh bien, nous sommes en compagnie d'un philosophe, Bertrand Cantin. Bonjour. Bonjour. Vous enseignez à l'université Gustave Eiffel de Marne-la-Vallée. On vous doit Les Invalidés, nouvelles réflexions philosophiques sur le handicap aux éditions RS. En face de vous, Georges Vigarello. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien. Vous avez notamment publié Du jeu ancien aux shows sportifs aux éditions du Seuil. Vous êtes un grand spécialiste du corps. Vous avez vous-même beaucoup pratiqué le sport, comme enseignant d'ailleurs, Georges Vigarello. Et tout d'abord, j'aimerais qu'on parle des mots, parce que les mots sont importants. On parle aujourd'hui de personnes en situation de handicap, ce qui marque une évolution sur le regard que l'on porte vis-à-vis de ces personnes. J'aimerais que l'historien que vous êtes nous dise qu'est-ce que ça signifie et par quelles étapes on est passé pour nommer ce corps. Vous avez tout à fait raison, c'est très important la manière dont, les objets sont, désignés. Alors bien sûr, la tradition, c'est quand même ça porte sur le normal, c'est-à-dire qu'il y a de l'anormal. Et à ce moment-là, c'est relativement lourd et ça renvoie à quelque chose, qui, est de l'ordre quasiment de l'intolérable, de la grande distance. Et je trouve que les mots se sont ensuite progressivement atténués en prenant davantage en compte, disons la souffrance finalement, de ceux qui sont dans ces situations. On passe par le mot de déficient, c'est-à-dire quelque chose qui est un peu qui manque, mais qui est pas forcément de l'anormalité. Et puis on passe à la notion de handicap. Et je trouve que le fait de parler de situation de handicap, c'est encore plus atténué et dans une certaine mesure, c'est encore plus respectueux. Reste que, et Bertrand Cantin en parlera sans doute mieux que moi, reste que ces situations peuvent être aussi vécues comme quelque chose qui est de l'ordre du normal. Vous voyez, c'est ça le véritable enjeu, me semble-t-il, aujourd'hui. Et je trouve que dans le cadre des Jeux paralympiques, certains athlètes paralympiques considèrent que la façon dont ils sont en quelque sorte désignés n'est pas l'idéal. Ils peuvent se vivre, eux, comme représentant quelque chose qui est parfaitement normal et qui mérite d'être pris en compte comme tel. Ce qui renvoie à une grande différence, vous voyez. C'est plus de l'invalide, c'est quelqu'un qui assure, qui assume quelque chose qui est de l'ordre de la réalité personnelle. Bertrand Cantin, vous êtes philosophe. Est-ce qu'on peut parler d'une identité pour une personne en situation de handicap? Est-ce que ça confère une identité? Est-ce que en réalité, eh bien, c'est juste un terme qui ne rassemble pas une population homogène? Alors c'est une question bien difficile parce que ça nous ramène au fait qu'il y a des handicaps très différents. Parler de handicap, c'est parler de quoi? On peut parler du handicap moteur, du handicap, sensoriel, du handicap mental, psychique et donc chacun de ces handicaps peut présenter des difficultés, radicalement différentes et donc les regrouper tous autour de ce concept de handicap, peut sembler, étonnant et d'ailleurs, dans l'histoire, ça ne tombait pas du tout sous le sens que de mettre sous la même catégorie, l'estropié et le fou qui n'avait rien à voir. À partir du moment où on a produit ce concept de handicap, et Georges a tout à fait raison de parler de l'importance de l'usage des mots, utiliser le mot handicap, c'est une manière de vouloir penser quelque chose qui va regrouper des réalités empiriques qui peuvent sembler très diverses. Et pour rebondir sur le terme lui-même, donc c'est un terme qui est très récent. On a si le mot a une histoire qui remonte au XVIe siècle, mais alors à l'époque c'était un jeu de hasard qui s'appelait le hand in cap. On mettait la main dans un chapeau, vous aviez des objets qui étaient cachés dans un chapeau, et il fallait deviner Mmh. le prix de ces objets. Donc ça n'avait pas de rapport avec ce que nous appelons le handicap, mais il y avait quand même cette idée de hasard, de chance, et ensuite on est passé aux courses de chevaux au XVIIe, XVIIIe siècle, où le handicap est devenu le fait de rajouter un poids aux meilleurs chevaux, de manière à garder du suspense dans la course. Donc c'était paradoxalement le handicap, c'était les meilleurs qui allaient le porter pour qu'on continue à se dire, tiens, la course vaut le coup, parce que quand un cheval est meilleur que les autres,
on sait à l'avance qu'il va gagner. Donc le handicap, c'était mettre un poids supplémentaire. Donc ça, c'est 18e, 19e siècle, et ça fait entrer l'idée de la compensation. Et cette compensation, c'est ce qui va amener, en 1917, dans le dictionnaire de la langue française de l'Académie française, vous allez le mot handicap qui va rentrer. Donc c'est très récent. Et à ce moment-là, c'est l'idée de compensation. On va compenser parce qu'on a aussi beaucoup d'humains qui sont partis à la guerre 14-18, qui sont revenus démantibulés, et l'État se sent une responsabilité par rapport à ça. Et donc il faut compenser. Et le handicap vient avec cette idée de compensation. Georges Vigarello, l'historien du sport que vous êtes, l'historien du corps, justement, comment croisent-ils ces deux champs pour aboutir à ce à quoi on va assister aujourd'hui, c'est-à-dire ces Jeux paralympiques? Alors, ils ont leur histoire, elle remonte au mi-temps du XXe siècle, mais aujourd'hui, on a une forme de consécration de ce Oui, sport. je crois qu'il y a un double phénomène. Il y a un premier phénomène qui est lié évidemment à l'importance du sport. Si on revient à la guerre de 18, on se rend compte que effectivement les handicaps sont pris en compte. On tente de les compenser, mais on les compense avec de la gymnastique, avec du mouvement. On les compense pas en les inscrivant dans l'univers sportif. Sans doute parce que cet univers n'est pas encore suffisamment affirmé. Lorsque cet univers est affirmé, des médecins, je pense en particulier à celui qui a installé en quelque sorte ce type de handisport, c'est Ludwig Guttmann, après la Deuxième Guerre mondiale. À la fois, ils prennent en compte, un, l'importance croissante du sport, et deux, l'attention de plus en plus croissante au problème du handicap. Et c'est vrai que, je reviens à ce que disait Bertrand Cantin, c'est vrai que la question du handicap pose d'abord celui de la diversité. Lorsque Ludwig Guttmann prend en compte ces handicapés, il s'en tient à ceux qui ont un accident vertébral et qui sont en chaise roulante, vous voyez. Et ensuite, progressivement, c'est là que la sensibilité s'instaure. Et progressivement, des handicaps différents seront pris en compte pour entrer dans ce que l'on pourrait appeler l'univers sportif. Donc d'un côté, vous avez la façon dont l'univers sportif devient de plus en plus important, et deuxièmement, la manière dont la diversité des handicaps devient de plus en plus prise en compte. C'est un double phénomène. Et c'est un phénomène qui prend véritablement de la visibilité dans la deuxième moitié du XXe siècle, et qui prend de plus en plus de la visibilité aujourd'hui. Si on compare, je prends un simple exemple, si on compare la présence des spectateurs lors des premiers Jeux olympiques, où se trouve du Paralympique à Rome en 1960, Mhm. 5000 spectateurs. Si vous prenez en compte le nombre de spectateurs et de téléspectateurs aujourd'hui, aucune comparaison. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire justement pour vous, Georges Vigarello? Est-ce que ça veut dire que le sport s'immisce partout? Est-ce que ça veut dire que aujourd'hui les personnes en situation de handicap sont considérées comme des personnes comme les autres, qu'il n'y a plus de discrimination, de stigmatisation selon vous? Oui, il y a deux. Alors, concernant le problème du handicap au sens spécifique du terme, il y a quand même deux choses. Un, la sensibilité croissante à son égard. Et deux, la revendication croissante de la part de ceux qui sont dans ces situations. Et on voit très bien que c'est leur revendication qui a changé aussi les épreuves prises en compte. Par exemple, je reviens à ce que je disais lorsque j'évoquais ce médecin qui a créé des rencontres paralympiques, Ludwig Luckmann, qui ne prend en compte que les traumatisés vertébraux. Puis vous avez, après, ceux qui sont amputés, qui disent mais pourquoi on ne prendrait pas en compte notre propre handicap? Et dans les années 70, leur revendication a fait en sorte que leur handicap est entré dans les classifications des Jeux paralympiques. On entendait, Bertrand Cantin, un certain nombre de critiques adressées aux Jeux paralympiques. Je ne sais pas si on continue à les entendre, mais l'une des idées consistait à dire que la personne en situation de handicap avait déjà un certain nombre d'épreuves et celles-ci demeurent, hélas, au quotidien, telles que prendre les transports en commun, affronter les trottoirs, et que cela crée en quelque sorte une autre catégorie de personnes en situation de handicap, les athlètes, qui, eux, avaient des performances, bien entendu, au-delà du commun. Est-ce que philosophiquement, cela pose un problème pour vous? Est-ce que c'est au contraire une étape importante dans l'intégration de tous, dans l'inclusivité? Bah, les catégories que l'on crée peuvent être des catégories dangereuses si elles amènent à ostratiser, mais dans la mesure où ce sont des catégories qui aident
à permettre des pratiques sportives qui aient une certaine homogénéité, là, ça ne présente pas une difficulté conceptuelle importante. Euh, Au-delà de la difficulté conceptuelle, il y a la question en fait de savoir si ces jeux servent la cause de ces personnes ou bien les desservent en créant des héros qui sont, comme tous les héros, inaccessibles. alors c'est effectivement une très bonne question parce que cette visibilité soudaine, là pendant 11 jours, ces Jeux paralympiques vont nous présenter des corps différents. Des corps que les spectateurs ne sont pas habitués à voir. Donc cette visibilité nouvelle, elle peut poser question. On peut se dire, est-ce que ce regard est positif par rapport à l'inclusion du handicap? Il me semble que c'est très important dans la mesure où justement les corps handicapés sont relativement peu vus dans les médias, même si vous avez quelques succès au cinéma, où on a eu un Un certain nombre de succès. films. Ah, plus, Non, hein. je pense au Vous parlez succès des récent. Intouchables? Non, je pensais à quelque chose en plus Ah, aujourd'hui. ce film de cette année, mais Film d'Artus voilà. qui atteint les 10 millions d'entrées et qui, bien entendu, est une manière aussi de présenter les personnes en situation de Et handicap qui nous autrement. parle du handicap mental et psychique, ce qui est assez rare justement, parce que Intouchable, c'était plutôt du handicap moteur. Là, on est dans le handicap mental et psychique. Et arriver à penser que des personnes handicapées mentales et psychiques puissent partager notre vie de manière beaucoup plus directe que simplement à travers des représentations éloignées, c'est quelque chose de nouveau. Donc là, on a bien la question de l'accessibilité. Je pense que l'accessibilité est au cœur de nos questionnements par rapport aux Paralympiques. Georges Vigarello, aussi l'historien que vous êtes, fait de l'éthique. Est-ce que c'est une manière donc d'inclure tous et toutes dans les pratiques sportives ou bien une manière d'héroïser certains en reléguant d'autres? Alors évidemment, il y a un paradoxe. Ce paradoxe, c'est soit on héroïse et à ce moment-là, on crée quand même de la distance, soit on réinstalle ces situations dans ce qui est de l'ordre de la banalité. Moi, ce qui me frappe, en quelque sorte, si je prends en compte le temps, c'est l'immense lenteur avec laquelle ces phénomènes se déroulent, s'enrichissent, se diversifient, renvoient à une sensibilité de plus en plus aiguë à leur sujet. C'est ça que je trouve le plus intéressant, si vous voulez. C'est extrêmement lent. Et dans la mesure où c'est extrêmement lent, effectivement, l'avenir nous dira. Mais personnellement, je suis assez optimiste. Parce que si on fait la comparaison, vous voyez, si on fait la comparaison entre la manière dont les choses étaient présentées et vécues dans les époques éloignées, on se rend compte qu'il y a des distances considérables. Je pense, moi j'avais travaillé sur l'obésité. Je pense à l'exemple de l'obésité. Vous savez, c'est seulement au début du 19e siècle que les obèses commencent à dire « Mais enfin, la situation face à laquelle nous sommes confrontés est intolérable. Nous ne sommes pas reconnus, nous avons de la difficulté à être aimés, etc. » C'est la première fois qu'ils disent ça. Regardez le temps qu'il a fallu ensuite pour qu'il soit davantage accepté et que vous ayez aujourd'hui sur la devanture des magasins « Ronde et belle ». Mais justement parce que dans votre histoire du corps, dans les différents livres que vous avez consacrés à ce thème, Georges Vigarello, vous avez beaucoup insisté sur les normes. Il y a des normes en matière Évidemment. de corps, le beau, le laid, tout ceci évolue. D'ailleurs, le beau à une époque n'est pas nécessairement le beau à une autre. Il y Absolument. a donc la question du poids, il y a la question de la normalité du corps. Aujourd'hui, toutes ces choses-là ont beaucoup évolué. Par exemple, avec la chirurgie, avec un certain nombre de tentatives de modifier ce corps. Immensément évolué. Intervention de la technique qui permet effectivement de surmonter ce qui peut apparaître comme des différences peu tolérables ou discutables, etc. Et en même temps, je reviens à ce que disait tout à l'heure Bertrand Cantat, ce qui me frappe lorsque vous regardez la manière dont les jeux ont évolué dans les époques relativement récentes. Ce qui me frappe, c'est la prise en compte de plus en plus diversifiée de ce qu'on pourrait des handicaps. Si vous prenez l'exemple de l'athlétisme, pendant très longtemps, c'était seulement les différences physiques qui étaient prises en compte. Et puis progressivement, vous avez les différences visuelles. Et puis vous commencez à voir les différences intellectuelles qui sont prises en compte uniquement dans les années 90. Donc cette diversification me paraît également extrêmement intéressante parce que elle accompagne la manière dont la sensibilité peut aider à regarder autrement ce qui est de l'ordre du handicap.
Bertrand Cantin, un mot sur justement la manière dont ceci a évolué. Alors quelque part, je reprends un peu Georges en disant que peut-être qu'il y a un temps long, mais il y a aussi des accélérations et le phénomène de médiatisation peut, participer à des effets d'accélération. Le Je disais que l'important, c'était quand même cette question de l'accessibilité. Comment, rend-on notre société plus accessible aux personnes en situation de handicap? Il y a une trentaine d'années, quand une personne handicapée en fauteuil roulant arrivait devant un bus, c'était très compliqué. Donc elle avait un handicap et une déficience et un handicap important. Maintenant, avec des bus, à plancher surbaissé, elle rentre, sa déficience est restée la même, mais son handicap a diminué. La société permet de relativiser le handicap. On va pouvoir refaire la fête puisque ce soir, eh bien, c'est la cérémonie d'ouverture de ces Jeux paralympiques, 12 jours qui vont nous permettre à nouveau de connaître la fièvre des JO. On en parle avec l'historien Georges Vigarello. Vous avez notamment publié du jeu ancien aux shows sportifs aux éditions du Seuil. Vous êtes un grand connaisseur de l'histoire du corps et du sport. Et je l'ai dit aussi, vous avez vous-même pratiqué l'éducation sportive. Vous avez été prof d'EPS. Bertrand Cantin, vous êtes philosophe à l'université de Gustave Eiffel à Marne-la-Vallée, où on vous doit notamment les Invalidés, nouvelles réflexions philosophiques sur le handicap. Vous êtes l'un des rares philosophes à penser cette question, le rapport au corps différent. Et puis en duplex avec nous, notre camarade Nathalie Yanetta. Bonjour Nathalie. Salut Guillaume, bonjour à tous. Vous êtes directrice du service des sports de Radio France. Je le rappelle, alors on remet le couvert, hein, Nathalie, vous êtes heureuse? Ouais, on est ravis de enfin, voilà, rallumer un peu cette flamme olympique qu'on a vraiment, dont on a vraiment beaucoup profité pendant 17 jours Ah oui, au mois de juillet et au mois d'août. Et là, les Paralympiques, c'est vraiment, c'est un beau. Je trouve qu'ils ont trouvé un bel outil marketing, les organisateurs, avec le match retour, The Game is not over, parce que normalement, c'est pas totalement une continuité. En réalité, c'est deux univers différents, les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, pour tout un tas de raisons. Mais là, il y a une vraie continuité. Il a fallu juste aller, on s'est arrêté quelques jours pour dormir un peu plus de 5 heures, pour changer un peu les sites, les adapter, et on recommence. Et je trouve que voilà, cette espèce de continuité qu'ils ont imposée est assez juste. on est très heureux de cela. Alors, il faut quand même quelques explications. Nathalie, on a débuté hier dans les matins de France Culture, mais on va poursuivre ça parce qu'il y a 3 sports à découvrir qui sont spécifiques de ces Jeux paralympiques, la boccia, le cécifoot et Oui. le goalball. Peut-être quelques mots à ce sujet. Alors, le goalball, le cécifoot et la boccia, le point commun entre le cécifoot et le goalball, c'est que c'est des non-voyants qui pratiquent ces deux sports. Comment dire, le cécifoot, tout le monde comprend de quoi nous parlons. C'est du football, mais pratiqué par des non-voyants. Donc, la grande particularité, c'est qu'il faudra se taire. Quand on encourage, en général, quand on est dans un stade avec une équipe de sport co, on a tendance à évidemment Oui, encourager on les fait du joueurs. bruit. Pas du tout. Là, il va falloir se taire. Ce sera dans le 6, au pied de la Tour Eiffel, à ce fameux site iconique qui était le beach volley pendant les Jeux Olympiques. À ce moment-là, il va falloir se taire. Ces joueurs jouent au football. Ils y jouent grâce, évidemment, à leur capacité à se situer dans Mhm. l'espace, à travers aussi le son de la clochette qu'il y a dans le ballon, et le son qu'ils partagent pour savoir qui attaque et qui défend. Donc le cécifoot, c'est réservé aux non-voyants, comme le goalball. Le ball, en gros, vous êtes sur un terrain de volley, on va caricaturer un petit peu, trois personnes face à face. Le but, c'est d'élancer au plus loin la balle pour, là aussi, marquer des buts, entre guillemets. C'est un 3-3. Là aussi, silence total. Et puis la boccia, c'est un mélange de pétanque et de jeu d'échecs, parce que il faut beaucoup de stratégie. Et là, c'est réservé à des gens avec des handicaps moteurs et physiques majeurs.
on a parlé hier, on a eu un reportage à ce sujet. C'est très intéressant, Georges Vigarello, de voir l'évolution des sports. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez suivi en tant qu'historien, et cette évolution avec une adaptation. Certains sports sont les mêmes, le cyclisme, on va le retrouver, la course, bien sûr, on va la retrouver aussi, et puis d'autres qui supposent des adaptations, comme vient de nous l'expliquer Nathalie Yanetta. Vous avez raison, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, si je prends l'exemple du football qui vient d'être cité, en fait, ça renvoie à des qualités qui sont relativement originales et qui ne sont pas nécessairement celles du footballeur, je dirais, excellent. Il s'agit là de savoir écouter, de savoir se repérer. Vous voyez, ça renvoie à des types de sensibilités qui sont, au fond, relativement spécifiques. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on voit comment en quelque sorte, le para-olympique est conduit à inventer des pratiques avec le fait de se référer à des qualités physiques qui ne sont pas nécessairement celles du sport, appelons-le, habituel et commun. Cela marque aussi l'évolution, puisque quand on prend l'évolution des différents sports, le fait de faire rentrer certaines disciplines à l'intérieur du sport, là aussi, c'est quelque chose qui est intéressant du point de vue historique et du point de vue de la société. Mais c'est extrêmement important. Quand vous regardez la façon dont les pratiques ont évolué, vous vous rendez compte que non seulement elles se sont diversifiées, mais elles prennent en compte des qualités qui n'étaient pas celles sollicitées dans les jeux précédents. Il y a une chose qui me frappe beaucoup, par exemple, dans au fond, disons, les machines ou les appareils qui sont inventés récemment, ça me frappe beaucoup parce que si vous prenez le surf, si vous prenez le vol libre, l'aile delta, etc., vous vous rendez compte que ces pratiques font appel à des qualités qui étaient relativement peu présentes et peu sollicitées auparavant. À savoir quoi? L'écoute. L'écoute de ce que vous ressentez. Pour vous situer, je pense au surf, pour vous situer sur la vague, il faut que vous écoutiez l'information que vous donne le flot. Et si je renvoie au football dont nous parlions tout à l'heure, effectivement, il y a à la fois une écoute de la balle, mais il y a aussi la difficulté de percevoir le lieu où se trouve le partenaire, le lieu où se trouve l'adversaire. Vous voyez, il y a une sorte de sollicitation d'une attention extraordinairement aiguisée de la sensibilité. Alors évidemment, Nathalie, on retrouve les disciplines que l'on a l'habitude de voir dans les Jeux olympiques, d'abord parce qu'il y a les disciplines reines, enfin je pense que ce sont les disciplines reines, la natation et puis tout ce qui relève de l'athlétisme. Oui, la natation, l'athlétisme. Alors, pour le coup, le cyclisme est aussi une très grande discipline Ah ça paralympique. évidemment, Nathalie, toujours. Alors, ça l'est par ailleurs, mon cher Guillaume, évidemment, dans la vie de vous tous. Mais c'est vrai au para, c'est vraiment des très grands champions hein, qu'on découvre régulièrement tous les 4 ans sur les vélos. Donc, oui, c'est les trois, on va dire que c'est les trois disciplines majeures. Nous, Français, on a aussi forcément un regard qui se tourne vers le paratriathlon parce que l'un des plus grands champions français, qui sera d'ailleurs porte-drapeau ce soir, hein, Alexis Anquincan devrait être couvert d'or dans ce paratriathlon. Donc voilà, il y a aussi il y a des sports aussi Oui, historiques. lui, il y va pour gagner et d'ailleurs, Ah, il va pas faire semblant, ouais. a priori, ouais. Ouais, ouais. Il va pas faire semblant. C'est un petit peu la même chose pour des stars vraiment qu'on attend, qui sont de plus en plus familières. Parce que c'est en fait le défi, il va être là. On sait tous que dans la performance, on s'attache à des visages, à des références. Aujourd'hui, Alexis Anquincan et Nantenin Keita, par exemple, qui elle aussi va faire ses derniers jeux et qui est multimédaillée en athlétisme pour le coup, sont désormais, je crois, vraiment des visages connus de la part des Français, Et ouais, parce qu'on les a beaucoup montrés, beaucoup médiatisés, parce qu'ils étaient, en l'occurrence Nantenal, un deuxième relayeuse de la Flamme à Marseille, parce qu'on les a retrouvés dans le dernier relais de la célèbre cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet, parce qu'on les met en avant. Et c'est comme ça aussi
que le sport paralympique se développe, mais comme tout le sport, c'est par des icônes, par des exemples et par des inspirations humaines, pas seulement iconiques, hein, vraiment humaines. C'est ce qu'ils recherchent d'ailleurs, ces champions. Ils veulent être traités comme des championnes et des champions avant d'être des Bien sûr. héros ou des super-héros. Donc, je crois que tout ça va permettre de découvrir à la fois des nouveaux sports, des nouveaux sportifs et des nouvelles sportives, mais un petit peu plus aussi de nous changer le regard que nous avons chacun et chacune, à la fois sur le handicap, et vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée, Guillaume, à la fois sur nous-mêmes, parce que le dépassement de soi, c'est la base du sport. C'est je pars de là, j'arrive là, peu importe la ligne d'arrivée, selon ma ligne de départ, est-ce que j'ai fait mieux? Et ben ça, c'est des leçons aussi qu'on devrait appliquer à la société et à chacun et à chacune d'entre nous, je crois. Alors en plus, ce qui est intéressant dans le cas de ces deux immenses champions en Quincan et Keïta, c'est qu'ils sont très très âgés, mais alors tellement vieux, 38 et 39 ans. Ouais. Ça aussi, c'est quelque chose C'est une qui... particularité, ouais. Des parathlètes, c'est la longévité. Ils sont en capacité, et ça, Georges Vigarello l'expliquera mieux que moi, parce que c'est un spécialiste du corps, ils arrivent à pousser leur organisme bien différemment que les valides. Une carrière de valide, allez, en gros, c'est 7 ans. On va considérer que tu enjambes 2 Olympiades, et déjà, c'est beau. Il y en a très peu qui, par exemple, comme Florent Manodou, ont réussi ça, ou encore Mélina Robert-Michon et ses 7 Olympiades d'affilée. Il y a aussi ça chez eux, parce qu'il y a le corps, mais il y a aussi l'objet qui les accompagne et qui leur permet de pratiquer leur discipline. Et puis parce qu'au bout du bout, ils ont le sport est totalement intégré à leur vie. Peut-être plus que chez des champions valides pour qui le sport est à un moment donné une carrière et ensuite ils passent à autre chose. Eh oui, parce que ce qui est magique dans leur cas, alors Keïta par exemple, en 2012, elle expliquait donc qu'elle allait raccrocher, Ouais, c'est toujours ce finalement, dernier. elle est restée, donc voilà, donc c'est un peu comme Aznavour ou d'autres, leurs adieux habituels. Georges Vigarello, il y a effectivement à la fois donc un enjeu d'inclusivité, pas seulement du point de vue de l'âge, mais aussi du point de vue de ces personnes en situation de handicap, avec ces champions qui vont donner des visages à ces performances. Oui, absolument. Alors, moi, je voudrais revenir un instant sur la question de la diversité. Les Jeux olympiques classiques, appelons-les comme ça, nous présentent une sorte de diversité considérable, à la fois des pratiques, des sensibilités, des réactions possibles, etc. C'est une sorte de conservatoire de la diversité. Mais il se trouve que les paras ont aussi leur propre diversité. Je pense à un exemple très simple. Ceux qui ont un handicap visuel et qui courent avec un guide, le problème, c'est pas seulement l'effort, etc., c'est l'entente avec le guide. Donc vous voyez, il y a la sollicitation, en quelque sorte, de qualités qui ne sont pas forcément présentes dans les pratiques habituelles. J'ajouterai une chose sur la question que vous me posez. J'ajouterai une chose, c'est que il y a évidemment une vision qui consiste à séparer les jeux, appelons-les classiques, et les jeux paralympiques. Mais il y a aussi une vision possible qui consisterait à faire en sorte que les deux jeux soient présents de manière contemporaine. Et c'est vrai qu'il y a des tentatives, je pense en particulier à un cas qui se trouve en Aquitaine, il y a des tentatives d'essayer de créer des clubs où à la fois les sportifs, appelons-les valides habituels, et les sportifs handicapés sont présents, sont confrontés aux situations, je dirais, d'entraînement avec des entraîneurs qui ne sont pas forcément compétents sur les mêmes objets. Qu'est-ce que vous en pensez, Bertrand Cantin, vous qui êtes philosophe, philosophe du corps en situation de handicap? Eh bien, il me semble que les personnes en situation de handicap, en tant qu'athlètes, ont à vivre quelque chose d'un peu différent des autres athlètes, dans la mesure où, comme toute personne en situation de handicap, elles ont subi le regard d'autrui depuis leur plus tendre enfance, si c'est un handicap de naissance, et puis depuis leur handicap acquis, et que cette pression du regard des autres est quelque chose qui est très fort, très forte et qui, dans le cadre des Jeux Olympiques, est exacerbée, parce qu'il faut bien se dire qu'une personne en situation de handicap a un corps étrange, ou peut avoir un corps étrange quand il s'agit d'un handicap visible, et qu'il y a 1 milliard de personnes qui vont regarder ce corps étrange. Et cette pression-là supplémentaire, on n'y pense pas, mais l'athlète doit avoir une énorme force intérieure
pour arriver à assumer le regard des autres. Et ça me fait penser d'ailleurs à la différence entre les devises des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. La devise des Jeux olympiques, c'est plus vite, plus fort, plus haut, plus fort. C'est donc la performance physique qui est mise en avant. La devise des Jeux paralympiques, c'est l'esprit en mouvement. Donc il y a une insistance sur l'idée qu'il y a une intériorisation il y a cette force intérieure qui doit permettre à l'individu de se dépasser. Et ça fait quand même une différence. Et alors, Nathalie Iannetta, ce qu'on a vécu de merveilleux durant les JO, c'est aussi l'attraction exercée, donc on le disait, par certains athlètes. Je pense bien sûr à Léon Marchand, Oui. qui nous a enthousiasmés, qui a fait que beaucoup de jeunes vont se retrouver dans les bassins dès la rentrée. Et alors, il y a, on peut dire, une sorte de Léon Marchand. Il s'appelle Alex Portal. Il est français. Il a aussi 22 ans. Alors, Oui, son il est avec handicap, son c'est qu'il frère. voit mal. Mhm. Et alors, là aussi, on va pouvoir s'enthousiasmer pour lui. Alors oui, ça c'est si on veut rester dans un comparatif de sport, mais le vrai alter ego entre guillemets de Léon Marchand, il s'appelle Alexandre Léoté, il est pour le coup sur un vélo. Pourquoi je les compare? Parce qu'on nous avait annoncé, Léon avait annoncé en venant, je vais faire finale et donc je vais faire 5 médailles, ce qu'il a fait. Eh bien Alexandre Léoté va faire lui aussi a priori plusieurs médailles d'or dans sa discipline et normalement on devrait pouvoir comparer ces deux garçons et leur performance de manière mécanique, c'est le cas de le dire, hein, parce que vraiment Léon est rentré dans la piscine et mécaniquement a gagné ses courses. Alexandre Léoté, il a une espèce de côté un peu solaire, ce garçon en même temps extrêmement timide, la puissance qu'il dégage sur son engin est Malgré un handicap à proportionnelle la à sa jambe droite, douceur, oui, parce que à sa douceur de vie. C'est un garçon ultra gentil, ultra délicat, et en même temps sur son vélo, il ne laisse aucune chance à personne. Il a une puissance incroyable. Donc moi, je ferais plutôt le parallèle entre Léon Marchand et Alexandre Léoté. Mais oui, il y a les frères Portal, évidemment, en natation qu'on va suivre. En réalité, il y a de nombreuses stars qu'on va découvrir, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient étrangères d'ailleurs, mais un peu comme pendant les Jeux. En réalité, même nous, les journalistes de sport qui sommes accoutumés à commenter des championnats du monde, des championnats d'Europe, quels que soient les sports, on découvre toujours des histoires et surtout des champions dans des sports qu'on a peu l'habitude de voir et de commenter. Bah là, d'une certaine manière, il va y avoir des personnalités, vous allez voir, pendant les 12 jours, qui vont s'imprimer, qu'on va supporter, qu'on va aimer, et il va y avoir un emballement, je crois, vraiment sociétal, pour une raison simple, c'est que l'emballement, il vient de l'ambiance. L'ambiance, elle vient des stades. Si les stades sont pleins, ça marche. Et les stades sont quasi pleins. Il reste, je crois, Tony Estanguet ce matin au compteur disait 500 000 places encore qui vont être mises en vente au fur et à mesure. Ça veut quand même dire que tous les stades seront pleins. Et la clé, elle est là, elle est dans l'enthousiasme, elle est dans le fait de supporter, de pousser ces athlètes. Et ça, je crois que ça va marcher comme ça a marché pendant les Jeux Olympiques. Et oui, parce que ce qui est aussi passionnant dans ces Jeux paralympiques, Georges Vigarello, c'est qu'il y a aussi des histoires de vie. C'est-à-dire Mais que exactement, chacun, alors Alexandre bien Léoté, sûr. donc par exemple, il a fait un AVC à sa naissance, donc sa jambe droite est dotée d'une puissance très faible. Alex Portal, il voit mal. On raconte aussi ces histoires-là. Alors c'est très important parce que d'abord, le sport, c'est un lieu où on raconte des histoires. C'est un lieu où il y a des logiques narratives, si vous voulez. Il y a des gens dont on suit le parcours, dont on suit également les succès les uns après les autres, etc. C'est un lieu de feuilleton. Je trouve ça très intéressant concernant la question du sport. Et il se trouve qu'effectivement, dans la situation du handicap, cette problématique, dans ces situations, sont encore poussées plus loin parce que chacun a une histoire tout à fait particulière qui l'a conduit à se lancer dans ce type de pratique. Et donc, au fond, l'attention émotionnelle me paraît encore plus grande que dans le cadre du sport, alors que, j'insiste beaucoup, alors que l'univers sportif est un lieu narratif. Bertrand Cantat, le fait de se raconter pour une personne en situation de handicap, de raconter son histoire, la cycliste Marie Patouillet, elle a eu une malformation au pied à la cheville, on le demande à chaque fois dans les Jeux paralympiques.
Oui, et puis ça permet peut-être pour les personnes handicapées qui sont dites normales, qui ne sont pas des super-héros du sport, et cetera, de se dire finalement qu'on on peut, prendre appui sur ces histoires pour se dire: «Moi aussi, je peux arriver à avoir du courage dans la vie». Ça va tirer tout le monde vers le haut. C'est un petit peu, ce ça contrebalance un peu la représentation misérabiliste des personnes en situation de handicap, et c'est en cela que, même si on dit qu'on va avoir, affaire à des super handicapés, c'est quelque chose qui est positif. Je pensais à Philippe Croizon, qu'on a souvent entendu, qui a été lui-même amputé des 4 membres et Et dont qui sera les à présent histoires. sur la chaîne pour la première émission consacrée à la santé de Marina Carrère d'Ancos. Vous allez pouvoir l'entendre sur France Culture. C'est un vrai héros, lui Ben aussi. voilà, et surtout, il y a du narratif, hein. Il explique que quand il s'est réveillé à l'hôpital en ayant les 4 membres amputés, il a pensé qu'il allait se suicider et que ça ne servait à rien. Et là, il y a ses enfants, il y a sa femme qui sont venus, et sa femme lui a dit: «Mais tu n'es pas handicapé, tu es père de 4 ans». Il avait 2 enfants, je crois, de 2 enfants. «Tu es avant tout père, tu n'es pas avant tout handicapé». Et c'est important de souligner que le handicap est quelque chose qui doit être adjectivé et pas substantialisé. Quand on dit personne en situation de handicap, ou déjà personne handicapée, on veut dire que c'est d'abord une personne, et il se trouve que, de manière adjectivale, un handicap est là. Et Philippe Croizon a permis beaucoup par ses histoires, hein, on parle de Mmh. narration, Ben oui. de montrer que le handicap doit être surmonté dans la mesure où la vie a du sens, même avec le handicap. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer, Nathalie Yanetta? Donc 12 jours avec différents sites également, et un nombre d'athlètes qui n'a jamais été aussi important pour ces 17e Jeux paralympiques d'été. Oui, c'est aussi ça, qui fait qu'à un moment donné, les Jeux paralympiques sont en train de s'imposer. C'est par le nombre, évidemment, d'athlètes qui participent. Au début, de mémoire, je crois qu'il y avait 400 athlètes qui participaient à une espèce oui, de Oui, tournoi c'était en sportif. 1960. Voilà, 2 tournois sportifs, on va le qualifier comme ça. Là où ils sont, presque 5 000, 4 400, athlètes dans de très nombreuses catégories et dans de très nombreux sports. Les Français vont avoir une très belle délégation, et s'avancer, avec donc du coup, mécaniquement, hein, plus de chances de médailles. Hmm. L'objectif, c'est d'intégrer le top 8, des nations, comme l'objectif chez les au lit, c'était d'intégrer le top 5 des nations. Bah là, l'objectif fixé, c'est top 8. En gros, ça veut dire qu'il faut faire un peu plus de 20 médailles d'or, ce qui est Oui, oui. beaucoup, hein. 20 médailles d'or, le double de Tokyo, si on se dit Ouais. les choses de manière un peu, voilà, Mais donc, il y a caricaturale. effectivement un certain nombre de pressions qui pèsent aujourd'hui sur nos athlètes. Merci beaucoup, Nathalie Yanetta. Évidemment, ces Jeux paralympiques sont à suivre sur toutes les antennes de Radio France. Merci à Georges Vigarello et à Bertrand Quentin de nous avoir accompagnés.